Je suis rentré chez moi épuisé de mon service de nuit et j'ai vu mon père m'identifier dans le groupe de discussion familiale. Nous utilisons ta maison du lac ce week-end, 20 invités. Maman a écrit, remplis le frigo et sois sage. J'ai répondu, non. Elle a envoyé des émojis qui rient, tu penses vraiment que tu peux nous en empêcher? Je n'ai pas répondu. Je m'appelle Marlo Cresswell et j'ai 36 ans. Je suis infirmière diplômée d'État depuis 14 ans, dont les 6 dernières au sein de l'unité de soins intensifs cardio-thoraciques d'un hôpital universitaire à Charlotte, en Caroline du Nord. Je travaille de nuit parce que la prime de nuit est plus avantageuse, parce que les tensions politiques y sont plus calmes et parce que j'ai toujours préféré la compagnie des machines qui bipent à celle de ma propre famille. C'est une chose que je ne me suis avoué que récemment. À peu près au moment où j'ai acheté la maison du lac avec de l'argent que j'avais économisé pendant 9 années consécutives. La maison est située sur une ramification tranquille du lac Norman, à environ 40 minutes au nord de l'hôpital. Elle dispose de 3 chambres, d'un petit ponton, d'une véranda grillagée orientée à l'ouest, et d'une cuisine que j'ai conçue moi-même après avoir regardé trop de vidéos de rénovation de maisons pendant la pandémie. J'ai payé 412 000 $ en mars 2023, et chaque dollar provenait de mes propres poches. Pas de co-signataire, pas de prêt familial, pas d'héritage, juste des services de 12 heures, des repas préparés à la maison, une Honda Civic de 2014 que je refusais de remplacer, et une obstination que ma mère qualifiait autrefois de vilaine. J'ai lu le message 3 fois pour m'assurer que la fatigue ne me faisait pas halluciner. Mon père avait écrit, nous utilisons la maison du lac de Marlo ce week-end. 20 invités de vendredi à mardi. Les cousins de l'Ohio arrivent par avion. Préparez-vous. Puis ma mère avait ajouté en dessous, remplis le frigo et sois sage, ma chérie. Ne nous fais pas honte devant tante Vera. En moins de 90 secondes, 16 membres de la famille avaient réagi avec des émojis pouces levés et cœur. Mon frère Donovan a décrit, enfin, il était temps que cette maison serve à quelque chose. Mon cousin Pritchard avait écrit, j'apporte le jet ski. Libérez le ponton. J'ai l'habitude de lire les messages comme des dossiers médicaux. Je cherche ce qui est dit, ce qui est sous-entendu et ce qui manque. Ce qui était dit, c'était un projet. Ce qui était sous-entendu, c'est que je n'avais pas mon mot à dire. Ce qui manquait, c'était ce simple mot de 2 lettres que les gens décents utilisent lorsqu'ils veulent emprunter quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, s'il te plaît, ou, pourrions-nous. Il n'y avait aucun point d'interrogation dans aucun de leurs messages. Juste des déclarations, de la même manière qu'on annonce le temps qu'il fait. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir du poste des infirmières et je suis allé examiner l'homme du lit 12. Il avait 79 ans, était à son 2e jour post-opératoire après un triple pontage, et il avait passé la dernière heure à me parler de sa femme avec qui il avait vécu 52 ans et qui était décédée en 2019. Il disait que son plus grand regret était l'été 1987, lorsqu'il avait refusé de l'emmener au mariage de sa sœur dans le Maine parce qu'il était en colère à cause d'une amende de stationnement. Il disait que la colère lui avait coûté un souvenir qu'il ne pourrait jamais récupérer. Je lui ai tenu la main pendant que ses médicaments commençaient à faire effet, j'ai pensé à mon père, j'ai pensé aux limites, et j'ai pensé à la différence où chaîne la colère et la clarté. Ce ne sont pas les mêmes choses. La colère est bruyante. La clarté est silencieuse. Ce que je ressentais à 3 heures du matin était la chose la plus silencieuse au monde. Quand je suis revenu au poste de soins, mon téléphone affichait 19 nouvelles notifications. Ma mère avait envoyé un message de suivi, Marlo, ton père l'a déjà dit à Vera et Cyrus, ne rend pas les choses bizarres. Donovan avait envoyé un message privé me demandant si je pouvais acheter des steaks chez le Bon Boucher parce que l'épicerie près de la maison du lac était, selon ses propres termes, de bas étage. Ma cousine Sable avait demandé si mon mot de passe Wi-Fi était toujours le même que lorsqu'elle y avait séjourné en mai. Je n'avais jamais donné mon mot de passe Wi-Fi à Sable. Je ne l'avais jamais laissé séjourner là-bas. Je ne savais même pas que Sable était entré chez moi avant ce moment précis. J'ai fait défiler la discussion lentement parce que les lumières du service étaient tamisées, que mes yeux étaient fatigués et que je voulais en être sûr. C'était là, caché sous un fil de discussion concernant la fête prénatale de ma cousine. Le 17 mai, ma mère avait écrit « Nous sommes au lac pour le long week-end. Marlo n'est pas au courant. Ne publiez pas encore de photos. » 41 personnes avaient vu ce message. Pas une seule ne m'avait prévenu. Ma propre mère avait pris une clé que je ne lui avais pas donnée, avait ouvert une maison dans laquelle je ne l'avais pas invitée.
Et y avait accueilli des proches pendant 3 jours pendant que j'enchaînais les gardes de nuit et mangeais un triste sandwich à la dinde sur une chaise pliante dans la salle de pause. Je me suis assise. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré devant qui que ce soit depuis 2011. Et je n'allais pas commencer devant une machine à café en panne depuis Pâques. À la place, j'ai ouvert la discussion et j'ai tapé un seul mot, non. Juste cela. Pas de point, pas d'explication, pas d'adjectif pour adoucir le ton. Non. Ma mère a répondu en moins de 30 secondes, ce qui prouvait qu'elle attendait mon message. Elle a envoyé 3 émojis hilars, ceux avec des larmes qui coulent sur des visages jaunes, et en dessous elle a écrit « Tu penses vraiment que tu peux nous en empêcher ? Ma chérie, nous sommes tes parents. » 47 personnes l'ont vu envoyer cela. Mon père a ajouté un émoji clin d'œil. Mon frère a envoyé un gif d'un petit chien se faisant dire non par un chien beaucoup plus grand. La discussion a éclaté dans ce genre de rire que les familles utilisent pour rappeler à une personne qu'elle est seule. Je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone dans mon casier, j'ai terminé mon service, j'ai fait mes transmissions à 7h15 du matin, et j'ai fait les 40 minutes de route jusqu'à la maison du lac dans un brouillard si épais que je ne pouvais pas voir les feux de détresse de la voiture devant moi. Je vous raconte cette partie avec précaution car ce que j'ai fait ensuite n'était pas impulsif. Cela leur a semblé impulsif. Cela leur a semblé insensé. Mais chaque geste que j'ai fait entre ce mardi matin à 7h30 et vendredi à 6h du matin était planifié, documenté et légal. J'avais 3 jours complets pour réfléchir, et j'en ai profité à chaque minute. Quand je me suis engagé dans l'allée, j'ai d'abord remarqué les petits détails, de la même façon que les infirmières remarquent les petits détails, car c'est dans les petits détails que réside la vérité. Il avait une trace de pneu fraîche sur le bord de la pelouse, là où quelqu'un s'était garé puis avait fait demi-tour. Il avait 2 mégots de cigarettes dans le gravier près de la porte latérale, et personne dans ma famille immédiate ne fume à part mon oncle Jasper, qui vit à Cincinnati. Il y avait un ticket de caisse décoloré d'une station-service de Morrisville sur le paillasson d'entrée, daté d'il y a 3 semaines, provenant d'une carte se terminant par des chiffres que je ne reconnaissais pas. Des gens allaient et venaient chez moi depuis des mois. J'avais payé l'hypothèque, la taxe foncière, les frais d'association du lac, l'entretien de la pelouse, le contrôle des nuisibles et la facture d'électricité pour une maison que ma famille était en train de traiter comme un multipropriété dont elle avait hérité. Je suis entré. L'air sentait vaguement le parfum de quelqu'un d'autre, quelque chose de poudré et de floral, le genre que porte ma tante Vera. La couverture sur mon canapé était pliée dans le mauvais sens. La serviette de toilette de la salle de bain des invités avait été remplacée par une serviette qui ne m'appartenait pas. Dans la cuisine, un verre à vin était posé à l'envers sur l'égouttoir, et je ne bois pas de vin. J'ai ouvert le frigo, et il y avait un bocal de cornichons à moitié vide avec un post-it dessus qui disait « À garder pour la prochaine fois ». J'ai fermé le frigo. Je me suis assise par terre dans ma propre cuisine, dans ma blouse qui sentait encore l'hôpital. Et pour la première fois en 14 ans de carrière, je me suis fait porter pâle pour mes 3 prochains services. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste. La liste comportait 3 colonnes, légales, logistique, personnel. Au moment où le soleil s'est levé sur le lac, la liste faisait 4 pages. Et tout en haut de la première page, en lettres majuscules, j'avais écrit une phrase qui allait me porter au cours des 96 heures suivantes, « Cette maison est à moi, ETILS vont apprendre CE que CEMOT signifie vraiment. » Le premier appel que j'ai passé fut pour une femme nommée Emanie Bellwether qui avait 2 ans de plus que moi au lycée et dirigeait maintenant un petit cabinet de droit de la famille à Davison. Je l'avais croisée lors d'une course caritative de 5 km en 2024. Elle m'avait donné sa carte et m'avait dit, à moitié en plaisantant, que si ma famille finissait par aller trop loin, elle s'occuperait des formalités administratives avec une réduction. J'avais ri à l'époque. Je ne riais plus maintenant. Elle a décroché à la 2e sonnerie, même s'il était à peine 8 heures du matin. Je lui ai tout raconté d'une voix de transmission clinique, plate et organisée. La maison, la discussion de groupe, la visite de mets que je n'avais jamais autorisés, les mégots de cigarettes, le reçu, le parfum dans mon salon. Elle ne m'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. J'ai pensé à l'homme du lit 12 et à la femme qu'il n'avait jamais emmené dans le Maine. J'ai pensé aux émojis hilars. J'ai pensé à Sable me demandant mon mot de passe Wi-Fi comme si elle y avait droit. J'ai dit, je veux y mettre fin. Je ne veux faire peur à personne.
Je veux que ce soit le dernier week-end où l'un d'entre eux s'imagine quoi que ce soit à mon sujet. Elle m'a dit de venir à son bureau à midi. Elle m'a dit d'apporter tous les documents relatifs à la maison, toutes les captures d'écran de la discussion de famille remontant à 2 ans, et tous les reçus ou rapports que je pourrais trouver prouvant que la maison avait été utilisée sans ma permission. Elle m'a également dit de faire une chose qui m'a surprise. Elle m'a dit de rester poli dans la discussion de groupe. Ne les bloque pas, a-t-elle dit. Ne discute pas. Ne menace pas, laisse-les parler. Les gens qui pensent qu'ils sont en train de gagner disent des choses qu'ils ne devraient jamais dire par écrit. Laisse-les tout écrire pour nous. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche, j'ai mangé un vrai petit déjeuner pour la première fois depuis une semaine, j'ai dormi pendant 4 heures, et je me suis réveillé à 13 heures pour découvrir que la discussion de famille avait continué sans moi. Ils discutaient désormais de la répartition des chambres. Tante Vera et oncle Cyrus prendraient la chambre principale. Mes parents prendraient la chambre d'amis. Donovan et sa petite amie Brindle prendraient la mezzanine. Les cousins de l'Ohio se partageraient la 3e chambre et le canapé-lit. Mon cousin Pritchard s'était porté volontaire pour dormir sur la véranda, ce qu'il appelait, selon ses propres termes, ma suite lune de miel. J'ai lu chaque message. J'ai fait des captures d'écran de chaque message. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À midi, je me suis assise en face d'Emani dans un bureau qui sentait l'encaustique au citron et les vieux livres. Elle a parcouru mes documents de la même manière que je parcours un dossier médical, rapidement et minutieusement, son doigt glissant sur chaque page. Arrivée à l'acte de propriété, elle a hoché la tête. Arrivée au relevé hypothécaire montrant mon nom comme seul emprunteur, elle a encore hoché la tête. Arrivée aux captures d'écran de mai, celle où ma mère disait à 41 proches de ne pas poster de photos parce que je n'étais pas au courant, elle s'est arrêtée, a enlevé ses lunettes et m'a regardé. Marlo, a-t-elle dit, ta mère a au minimum commis une violation de domicile. Selon la manière dont elle s'est introduite et ce qui a été pris ou utilisé, nous pourrions également parler d'introduction non autorisée et de détournement de propriété. Si elle a donné une clé à quelqu'un d'autre, ce qui semble être le cas, la liste s'allonge. Ce n'est pas le genre de choses que les procureurs poursuivent habituellement, mais devant un tribunal civil, cela te donne un énorme levier, et c'est ce que nous voulons. Elle m'a expliqué le plan. Nous n'appellerions pas la police vendredi. Nous ne nous présenterions pas avec un avocat et un shérif pour faire une scène. Les scènes, a-t-elle dit, sont ce dont les familles comme la tienne se nourrissent pendant des années. Au lieu de cela, nous ferions quelque chose de plus discret et de beaucoup plus permanent. Vendredi matin, la maison ne serait plus accessible. Les serrures ne fonctionneraient plus. Le système d'alarme serait actif et surveillé, et une lettre recommandée serait déjà envoyée à mes parents, à mon frère et à tous les adultes qui s'étaient trouvés dans cette discussion. La lettre serait courte. Elle stipulerait que la propriété à l'adresse indiquée était la propriété exclusive de Marlo Cresswell, que personne n'était autorisé à y entrer, à l'utiliser ou à la présenter comme disponible, et que toute tentative future entraînerait des poursuites judiciaires immédiates. Elle inclurait une copie de l'acte de propriété. Elle a également suggéré quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Marlo, a-t-elle dit, tu as une caméra sur ta sonnette, mais tu n'as pas de caméras intérieures. Je veux que tu en installes 2 d'ici demain soir. Une dans la pièce principale, une au-dessus de l'évier de la cuisine. Elles n'ont pas besoin d'être cachées. En fait, je les veux visibles. Je veux que la prochaine personne qui entre dans cette maison voie une lumière rouge clignoter et sache immédiatement que ce n'est plus un endroit où elle peut faire semblant. J'ai quitté son bureau à 14h30 avec un dossier rempli d'étapes à suivre et une étrange sensation de légèreté dans la poitrine. Pendant 13 ans, j'avais géré ma famille comme je gérais les patients difficiles, avec patience, avec des mots doux, en me disant qu'ils faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Je m'étais dit que les critiques de ma mère relevaient de l'anxiété. Je m'étais dit que la froideur de mon père était générationnelle. Je m'étais dit que l'arrogance de mon frère était simplement due à la façon dont il avait été élevé. J'avais tout supporté, de la même façon que je transportais des plateaux de médicaments dans les couloirs, en équilibre et sans me plaindre. Et quelque part en chemin, ils avaient décidé que puisque je ne faisais jamais tomber le plateau, cela ne devait pas me déranger de le porter. Je me suis rendu directement dans un magasin de bricolage à Cornelius et j'ai acheté 2 nouvelles serrures connectées, un système intérieur à 4 caméras, une alarme de porte de qualité professionnelle et 3 projecteurs à détecteur de mouvement pour la cour latérale. Le caissier, un gamin qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, a regardé mon chariot et a dit « Gros projet ».
J'ai répondu, famille. Il a ri et a dit, n'en dites pas plus, madame. Je lui ai laissé un pourboire de 20 $ pour ne pas m'avoir posé d'autres questions. À 18 h ce soir-là, un serrurier nommé Octaven était à la maison pour démonter les anciennes serrures et installer les nouvelles. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, au ton doux, qui avait émigré de Roumanie dans les années 90. Pendant qu'il travaillait, il m'a raconté que dans son pays, il y avait un vieux dicton sur les clés. Il disait, une clé n'est pas un morceau de métal. Une clé est une promesse. Quand vous donnez une clé à quelqu'un, vous lui promettez qu'il est en sécurité entre vos murs. Quand il brise cette promesse, on ne change pas la serrure, on change la porte. Je lui ai dit que j'aimais beaucoup ce dicton. Il a souri et a dit, ce soir, nous changeons la porte. Pendant qu'il travaillait, je me suis installé sur la véranda avec mon ordinateur portable et j'ai fait ce que j'évitais de faire depuis 36 ans. J'ai passé en revue tous les relevés financiers liés à ma famille. Les 2000 $ que j'avais prêtés à Donovan en 2018 pour une voiture qu'il n'avait jamais remboursée. Les 4000 $ que j'avais donnés à mes parents en 2020 lorsque mon père avait déclaré avoir perdu son travail pendant la pandémie, ou bien que j'ai découvert plus tard qu'il avait fait une croisière cet automne-là avec l'argent d'un remboursement d'impôts dont il n'avait pas parlé. Les 1100 $ que j'avais dépensés pour la fête des 60 ans de ma mère, dont elle a dit plus tard à un cousin qu'elle avait été la fête la plus cheap de sa vie. J'ai tout additionné, uniquement les montants documentés, ceux pour lesquels j'avais des reçus ou des virements. Le total s'élevait à 23 460 $ sur 12 ans. Rien de tout cela n'avait jamais été mentionné à nouveau. Rien de tout cela n'était jamais revenu. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai regardé le soleil se coucher sur le lac, l'eau prenant la couleur d'une ecchymose en train de guérir, passant du violet au rose, puis alors. J'ai pensé à tout le temps que j'avais passé à payer pour le confort de gens qui se moquaient de moi dans des discussions de groupe. J'ai repensé à ce que l'homme du lit 12 m'avait dit, la colère vous coûte des souvenirs. Aber le silence, me suis-je rendu compte, vous coûte tout le reste. Je suis retourné à l'intérieur. Octaven m'a tendu 4 nouvelles clés sur un petit anneau d'acier. Il les avait étiquetées avec de petits autocollants, avant, arrière, côté, hangar à bateau. Il a dit, celles-ci sont pour vous. Seulement pour vous. Pas de copie, pas de double chez les parents. Pas de clé de secours dans le pot de fleurs. Si vous en perdez une, vous m'appelez. Et nous avons changé la porte à nouveau. Je l'ai payé en espèces, je lui ai donné un verre d'eau et je l'ai regardé s'en aller. Ensuite, j'ai verrouillé chaque porte, j'ai branché la nouvelle alarme et j'ai parcouru chaque pièce de ma maison en allumant toutes les lumières. Je voulais, pour une nuit, voir tout l'endroit éclairé, en sachant que chaque personne présente était quelqu'un que j'avais choisi de laisser entrer. La seule personne présente, c'était moi. Ce fut la soirée la plus paisible que j'ai passée depuis des années. Mercredi matin, la discussion familiale a explosé de logistique. Ma mère avait créé une sous-discussion séparée intitulée « Équipe du week-end au lac » et elle y avait ajouté 18 personnes. Elle ne m'avait pas ajouté. Je savais seulement qu'elle existait parce que ma cousine Tanson, qui avait 19 ans, était rentrée de l'université et était apparemment la seule personne de notre famille élargie à avoir une conscience. Avait fait des captures d'écran de tout le fil de discussion et me l'avait envoyé en privé à 6h14 du matin avec ce message, « Cousine, je ne sais pas si tu as vu ça, mais j'ai pensé que tu devrais. J'adore Tanson. J'aime Tanson cette qu'elle a 4 ans et qu'elle m'avait demandé, lors d'un repas de Thanksgiving où ma mère venait de me qualifier publiquement d'autoritaire, si « autoritaire » signifiait la même chose que « aux commandes ». Je lui avais dit que oui, plus ou moins, et elle avait hoché la tête sérieusement en disant « alors je veux être autoritaire quand je serai grande ». Sa propre mère, ma tante Vera, lui avait ordonné de se taire. Tanson m'avait regardé et avait levé les yeux au ciel d'une manière qui me disait que, même à 4 ans, elle allait survivre à cette famille. Elle était maintenant en 2e année à l'université de Caroline du Nord, où elle étudiait l'ingénierie environnementale, et elle m'envoyait dans la salle de pause des mèmes sur l'éco-anxiété qui me faisait rire aux éclats. La sous-discussion était pire que la discussion principale. Dans la principale, mes parents avaient au moins fait semblant qu'il s'agissait d'un week-end familial décontracté. Dans la sous-discussion, ils planifiaient des vacances de 5 jours avec la précision d'un séminaire d'entreprise. Ma mère avait créé un tableur Excel. Un tableur avec des onglets. Il y avait un onglet pour les repas, un onglet pour les activités, un onglet pour la répartition des lits et un onglet étiqueté dans une police rose joyeuse, tache de Marlowe.
Les tâches de Marlo comportaient 9 éléments, remplir le frigo de courses pour 20 personnes, liste ci-jointe. Fournir des draps propres pour tous les lits, plus le canapé-lit et la véranda. Faire le plein du bateau et le préparer pour vendredi midi. Embaucher un service de nettoyage pour le mardi après le départ. Confirmer que le Wi-Fi fonctionne, mot de passe affiché sur le frigo. Installer un coin café avec 2 carafes, une normale, une décaféinée. Aller chercher tante Vera et oncle Cyrus à l'aéroport de Charlotte jeudi à 16 h. Placer des fleurs d'accueil dans la chambre principale, tante Vera aime les pivoines. Ne pas entrer dans la chambre principale ni dans la salle de bain principale pendant toute la durée du séjour. J'ai lu cette dernière ligne 4 fois. Ne pas entrer dans la chambre principale ni dans la salle de bain principale pendant la durée du séjour, dans ma propre maison. La maison que j'avais achetée avec mon propre argent. Ma mère avait écrit dans un tableur qu'elle avait partagé avec 18 proches que je n'avais pas le droit d'entrer dans 2 de mes propres pièces. J'ai transféré le document à Emani. Elle m'a répondu dans les 10 minutes, Marlo, c'est de l'or en barre. Continue comme ça. Ne réponds pas, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé faire les courses, mais pas pour eux. Je me suis acheté 2 semaines de nourriture, une bouteille de champagne correcte et un gâteau au chocolat d'une pâtisserie de Davison qui avait une liste d'attente de 6 mois pour les commandes de mariage. J'ai mis le gâteau au congélateur. Je me suis dit que vendredi soir, quoi qu'il arrive, je mangerai une part de ce gâteau à la table de ma propre cuisine, dans ma propre maison, dans un silence absolu. Pendant que j'étais au supermarché, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 11 jours. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai encore laissé sonner. Elle a appelé une 3e fois. Et puis elle a envoyé un texto, Marlo, décroche. Ton père et moi devons discuter du menu avec toi. Nous ne allons pas jouer à des jeux. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé une 4e fois. J'ai éteint le téléphone et j'ai fini mes courses en paix. Quand je l'ai rallumé chez moi, j'avais 6 messages vocaux, 14 textos et un message de mon frère Donovan qui disait simplement « Arrête de faire l'enfant ». Je me suis assise à l'îlot de ma cuisine et j'ai écouté chaque message vocal, l'un après l'autre, ou ici j'écoutais l'enregistrement de la vie d'une étrangère. Le premier était doux, « Marlo, ma chérie, rappelle-moi. Nous voulons juste parler. » Le deuxième était légèrement agacé, « Marlo, c'est ta mère. Décroche. » Le troisième était plus sec, « Marlo, je n'apprécie pas d'être ignoré. » Le 4e était celui que j'ai enregistré. Celui que j'ai veillé à sauvegarder dans 3 endroits différents avant la fin de la journée. Dans ce 4e message, ma mère disait, « Marlo, je ne sais pas ce qui te prend, mais cela va se faire, que tu le veuilles ou non. Ton père a la clé de secours. Nous serons là vendredi à midi avec 20 personnes. Et si la maison n'est pas prête, tu vas faire honte à cette famille d'une manière dont tu ne te remettras pas. Je t'ai donné la vie. Je t'ai donné un nom. La moindre des choses est de m'offrir un week-end dans une maison que tu n'as que parce que nous t'avons appris à travailler. Ne me teste pas, Marlo. Tu vas perdre. » J'ai réécouté ce message 3 fois. Puis je l'ai envoyé par mail à Emani. Puis je me le suis envoyé à moi-même. Ensuite, j'ai posé mon téléphone sur le comptoir, je suis sorti sur le ponton et je suis resté un long moment au bout, à regarder un grand héron bleu parfaitement immobile dans l'eau peu profonde. Le héron n'a pas bougé pendant près de 20 minutes. Il restait là, patient, attendant, sachant que le poisson finirait par s'approcher assez près. Quand il a fini par frapper, c'était si rapide que j'ai failli le rater. Le poisson ne l'a jamais vu venir. Le héron ne s'est pas réjoui. Il a juste avalé et s'est remis debout. Je me suis dit que c'était l'énergie que je devais apporter pour vendredi. Pas de colère, pas de cris, juste de l'immobilité. Et puis, le moment venu, un seul mouvement net. Je suis retourné à l'intérieur et je me suis mis au travail. J'ai installé les caméras intérieures moi-même, 2 d'entre elles, exactement là où Emani m'avait dit de les placer. J'ai testé l'alarme. J'ai changé le mot de passe Wi-Fi pour quelque chose que ma cousine Sable ne devinerait jamais en 100 ans. J'ai appelé l'association du lac et j'ai mis à jour mes contacts d'urgence, en retirant mes parents pour ajouter Emani et Tanson. J'ai appelé mon assurance habitation et j'ai ajouté un avenant pour occupation non autorisée à court terme, ce qui est apparemment une clause qui existe vraiment parce que je ne suis manifestement pas la première personne en Amérique à avoir ce problème.
Puis j'ai fait la chose qui demandait le plus de courage. J'ai appelé mon oncle Cyrus, le mari de ma tante Vera, celui qui arrivait de l'Ohio. L'oncle Cyrus avait toujours été le discret de la famille, un ingénieur électricien à la retraite qui lisait des livres d'histoire et ne parlait pas beaucoup pendant les fêtes. Je n'avais aucune idée de sa réaction, mais je sentais qu'il méritait de savoir avant de monter dans l'avion. Il a décroché à la première sonnerie. « Marlowe » a-t-il dit, et il y avait quelque chose dans sa voix qui me disait qu'il attendait mon appel. Je lui ai dit brièvement et sans drame que le voyage n'avait pas été au courant par moi, qu'on ne m'avait rien demandé, que j'avais dit non, et que la maison ne serait pas disponible vendredi. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'il ait acheté un billet d'avion. Je lui ai dit que je le rembourserais personnellement s'il m'envoyait le reçu. Il y eut un long silence. Puis l'oncle Cyrus a dit, « Marlowe, j'ai dit à Vera il y a 2 semaines que cela ne me semblait pas correct. Je lui ai dit qu'on devrait t'appeler. Elle m'a dit de me mêler de mes affaires. Je vais m'occuper de mes affaires maintenant, mais dans une autre direction. Nous ne viendrons pas. Je lui dirai ce soir. » Et Marlowe, a-t-il ajouté, d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue, tu ne me dois pas de remboursement. Tu te dois des excuses de notre part à tous, et je doute que tu en obtiennes jamais. Alors, laisse-moi être le premier. Je suis désolé, ma chérie. Tu portes cette famille sur ton dos depuis que tu as 16 ans, et nous avons tous regardé et nous avons tous laissé faire. Je n'ai pas pleuré, mais j'en étais plus proche que je ne l'avais été depuis longtemps. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Je me suis assise sur mon canapé dans le noir et j'ai pensé à la façon dont, parfois, les personnes dont on attend le moins sont celles qui finissent par dire les choses à haute voix. Tante Vera et oncle Cyrus n'étaient plus de la partie. Il restait 18 personnes qui pensaient encore venir. Vendredi matin, ce nombre allait encore baisser. Mais pas parce que j'allais les appeler, plutôt parce que j'allais les laisser s'appeler entre eux. Le jeudi a été le jour où j'ai appris que le silence, utilisé correctement, est plus fort que n'importe quel argument que j'aurais pu formuler. Je n'ai pas envoyé un seul message dans la discussion familiale de toute la journée. Pas un seul. Ma mère en a envoyé 14. Mon père 6. Donovan en a envoyé 9, dont un qui n'était qu'une série d'émojis clowns. Pritchard a envoyé 2 photos du jet-ski qu'il louait à Morrisville. Sable a envoyé une liste de restrictions alimentaires pour le groupe qui comprenait, je ne plaisante pas, une demande de lait d'avoine provenant spécifiquement d'une ferme du Vermont. Le silence a fait exactement ce qu'Emani avait prédit. Les gens qui ne reçoivent pas de réponse commencent à combler les vies d'eux-mêmes, et les suppositions sont toujours pires que la vérité. À 14 heures, ma mère s'était persuadée que j'étais en route pour la maison afin de la saccager. À 16 heures, mon père s'était convaincu que j'allais appeler la police. À 18 heures, Donovan s'était persuadé que je vendais la maison dans leur dos, ce qui l'a fait paniquer d'une manière qui a confirmé tout ce que j'avais soupçonné sur les raisons pour lesquelles il poussait si souvent mes parents à utiliser l'endroit. Donovan m'a appelé à 18h47. J'ai laissé sonner 2 fois. La 3e fois, contre toute attente, j'ai décroché. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a été mon petit frère autrefois, et que quelque part en moi se trouve encore une fillette de 9 ans qui lui glissait des biscuits en douce après que notre mère l'avait envoyé se coucher sans dîner. Peut-être parce qu'il a voulu entendre de mes propres oreilles ce qu'il était devenu. Marlowe, a-t-il dit, sans bonjour, sans chaleur, juste mon nom comme une accusation. Qu'est-ce que tu fais? Je suis chez moi, j'ai dit. Tu sais ce que je veux dire. Maman pète les plombs. Papa fait les 100 pas Brindle pleure parce qu'elle a déjà dit à ses amis qu'elle serait dans une maison au bord du lac ce week-end et maintenant elle a l'air d'une idiote. Tu devais régler ça. J'ai attendu. J'ai appris en 14 ans de métier que le silence après une exigence est l'outil le plus puissant qu'une personne possède. Les gens habitués à obtenir ce qu'ils veulent ne supportent pas le silence. Ils continuent de parler. Ils en disent plus qu'ils ne le voulaient. Donovan en a trop dit. Il a dit, écoute, Marlowe, je sais que tu penses avoir acheté cette maison toute seule, mais toi et moi savons que ce n'est pas toute l'histoire. Maman et papa ont co-signé le bail de ton premier appartement en 2012. Tu n'aurais même pas eu le crédit pour en arriver là sans eux. Donc, techniquement, par souci d'équité, cette maison est aussi un peu la leur. C'est juste toi qui as ton nom dessus. J'ai presque ri. Vraiment. Le bail co-signé dont il parlait était un appartement d'une chambre à Greenville que j'avais loué pendant que j'étais encore à l'école d'infirmière.
Ils avaient co-signé parce que j'avais 22 ans et aucun historique de crédit. Le bail était de 12 mois. Le loyer était de $650. J'avais payé chaque mois à temps. Ils n'avaient pas versé un seul centime. Le bail avait pris fin en 2013. Donovan me disait maintenant, en 2025, qu'un bail de 12 mois de l'époque où j'avais 22 ans rendait ma maison, 12 ans plus tard, en partie la leur. J'ai dit, Donovan, crois-tu vraiment ce que tu viens de dire, ou le dis-tu parce que tu y es obligé? Il est resté silencieux. Puis il a dit d'une voix beaucoup plus basse que celle par laquelle il avait commencé, Marlo, j'ai des ennuis. Je dois de l'argent à des gens. Je leur ai dit que j'avais accès à une maison au bord du lac et que je pouvais les accueillir ce week-end pour, tu sais, des affaires. Si ça ne se fait pas, je vais avoir des problèmes. Elle était là, la vérité, enfin, après 34 ans passés à être sa sœur. Il n'avait pas insisté pour ce week-end parce que la famille voulait des vacances. Il avait insisté parce qu'il avait promis quelque chose à quelqu'un en utilisant ma maison comme mot garantie pour une dette dont je ne savais rien. Mes parents l'avaient suivi parce qu'ils aimaient l'idée de vacances gratuites et parce que dire oui à Donovan avait toujours été plus facile que de dire non. Je lui ai demandé, combien dois-tu et à qui? Il n'a pas répondu à la seconde partie, mais il a dit, $18 000. Et ce n'est pas le genre de dette qu'on peut ignorer. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à l'homme du lit 12. J'ai pensé au héron sur le ponton. J'ai pensé au gâteau au chocolat dans mon congélateur. Et puis j'ai dit la chose que j'avais attendu toute ma vie de dire à mon frère. Et je l'ai dite sans élever la voix. Donovan, je t'aime. Je t'aime depuis le jour où ils t'ont ramené de l'hôpital en 1991. Mais je ne suis pas la banque et je ne suis pas le filet de sécurité. Et ma maison n'est pas un jeton de poker que tu peux jeter sur une table pour couvrir un pari que tu n'aurais pas dû faire. Tu vas devoir régler ça tout seul. Et si tu dis à quiconque à qui tu dois de l'argent que le deal de la maison du lac est tombé à l'eau, tu peux rejeter la faute sur moi. Je m'en fiche. Tu peux leur dire que ta sœur est une femme sans cœur qui ne veut pas aider son propre frère. C'est très bien. Mais tu ne seras pas dans cette maison vendredi, et les gens que tu as invités non plus. Il a commencé à crier. De vrais cris, le genre dont je me souvenais quand nous étions enfants, quand notre père criait sur notre mère dans la cuisine et que Donovan me criait dessus dans le couloir parce qu'il avait appris que crier était le moyen d'obtenir ce qu'on voulait dans notre famille. Il m'a insulté de noms que je ne répéterai pas. Il a dit que j'avais toujours pensé être meilleur que tout le monde. Il a dit que je mourrais seul dans cette maison et que personne ne viendrait à mes funérailles. Je l'ai laissé finir. Quand il eut terminé, j'ai dit, Donovan, cette conversation est enregistrée pour mes propres dossiers. Je préfère que tu le saches, au cas où tu déciderais de répéter tout cela devant d'autres personnes en essayant d'en donner une version différente. Bonne nuit. J'ai raccroché. Je n'avais pas réellement enregistré. Je n'enregistre pas les gens sans les prévenir, mais la menace d'un enregistrement suffit parfois. Et je voulais qu'il passe la nuit à se demander ce que j'avais. Je voulais qu'il appelle mes parents. Je voulais qu'il leur dise ce qu'il avait dit. Je voulais que cette information se répande dans la discussion familiale, comme le font toujours les mauvaises nouvelles, plus vite que les bonnes, chacun y ajoutant ses propres embellissements. Ça a marché. À 22 h ce soir-là, la discussion de l'équipe du week-end au lac, que Tanson me transmettait toujours, était dans le chaos. Mes parents s'accusaient désormais mutuellement. Ma mère reprochait à mon père d'avoir laissé Donovan s'impliquer. Mon père reprochait à ma mère d'avoir pris la clé en mai sans lui dire. Donovan ne répondait plus. Les cousins de l'Ohio, dont j'ai appris plus tard qu'ils n'étaient pas du tout les cousins de tante Vera, mais deux hommes que Donovan a rencontrés dans un bar des sports à Akron, s'étaient désistés. Pritchard demandait s'il pouvait quand même venir signer avec lui et le jet ski. Sable se plaignait que personne n'ait apprécié sa demande de lait d'avoine. À 23h30, mon père a envoyé un message unique à la discussion principale de la famille. Il disait, le voyage est maintenu. Que tout le monde soit là vendredi à midi. Fin de la discussion. 8 personnes ont réagi avec un pouce levé. J'ai remarqué que plusieurs des personnes qui avaient crié le plus fort plus tôt dans la semaine n'avaient pas réagi du tout. Le troupeau s'éclaircissait. Ceux qui restaient étaient ceux qui n'étaient pas encore au courant ou qui s'en moquaient. Je suis allé me coucher à minuit. J'ai dormi 8 heures, ce que je n'avais pas fait depuis un an. Quand je me suis réveillé vendredi matin à 8 heures,
le soleil était déjà sur le lac. La maison était calme. L'alarme était branchée. Les serrures étaient neuves. Les caméras fonctionnaient, l'avocate était prête, les documents étaient déposés et les lettres recommandées étaient à la poste. Mon téléphone affichait 41 notifications. Je n'en ai pas vérifié une seule. J'ai fait du café. Je me suis assise sur la véranda et j'ai attendu, comme le héron, que le poisson s'approche suffisamment. À 11h47 le vendredi matin, la première voiture est entrée dans l'allée. C'était un SUV noir que je ne connaissais pas, mais la plaque d'immatriculation venait de l'Ohio, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai observé sur mon téléphone, grâce à la nouvelle caméra de la sonnette, 2 hommes d'une quarantaine d'années descendre de voiture, s'étirer et se diriger vers la porte d'entrée comme s'ils étaient chez eux. Aucun d'eux n'avait de sac. Aucun d'eux ne ressemblait à un membre de la famille. Ils ressemblaient au genre d'hommes qui se présentent dans les maisons pour récupérer des dettes. Ils ont essayé d'ouvrir la porte d'entrée. Elle ne s'est pas ouverte. L'un d'eux a sonné. Je n'ai pas répondu. Il a sonné encore une fois, plus longtemps. Puis il a reculé, a sorti son téléphone et a passé un appel. 20 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Donovan. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale. Les 2 hommes sont remontés dans le SUV et sont descendus jusqu'au bout de l'allée où ils se sont garés de travers en travers de l'entrée, la bloquant. Ils ont éteint le moteur. Ils attendaient. Ils ne partaient pas. Je les ai observés pendant environ 30 secondes, puis j'ai appelé le numéro non urgent du shérif du comté. J'ai expliqué que 2 hommes inconnus étaient garés au bout de mon allée, bloquant l'accès, et que j'avais des raisons de croire qu'ils étaient là à l'invitation d'un membre de la famille qui n'avait pas l'autorisation d'inviter qui que ce soit. Le répartiteur a pris mes informations calmement et a dit qu'un adjoint serait là dans les 15 minutes. À 11h56, la voiture de mon père s'est garée derrière le SUV. Je pouvais le voir sur la caméra, le visage rouge, gesticulant, essayant de comprendre pourquoi une voiture lui bloquait le passage. Ma mère est descendue côté passager et a commencé à remonter l'allée à pied, traînant une valise à roulettes derrière elle. Les roues n'arrêtaient pas d'accrocher le gravier. Elle paraissait plus vieille que dans mes souvenirs, ce qui m'a surprise car je l'avais vue 3 semaines plus tôt à Pâques. La peur, j'ai appris au cours de mes années au service de cardiologie, fait vieillir les gens plus vite que le temps. Et elle avait peur. Elle ne le savait pas encore. Elle a atteint la porte d'entrée à 12h01. Elle a essayé sa clé. Ça n'a pas marché. Elle a réessayé. Elle l'a tournée, secouée, retirée, remise. Puis elle a sonné. Puis elle a frappé à la porte. Puis elle a crié mon nom assez fort pour que je l'entende à travers la porte et à travers la caméra en même temps. Un étrange effet stéréo, la voix de ma mère à 2 endroits à la fois. Marlo, Marlo, ouvre cette porte. Marlo, je sais que tu es là. Je n'ai pas bougé de ma chaise sur la véranda. J'avais une tasse de café dans une main et mon téléphone dans l'autre. J'avais Emani sur haut-parleur, son micro coupé pour écouter. J'avais Tanson par SMS qui m'envoyait des mises à jour de la discussion de 2 familles en temps réel. J'avais le flux de la caméra sur mon ordinateur portable. J'étais, pour la première fois de ma vie avec ces gens, parfaitement préparé. Mon père a atteint la porte. Il avait laissé les voitures pour aller se disputer avec les hommes du SUV, et apparemment cela ne s'était pas bien passé parce qu'il respirait fort et ses mains tremblaient. Il a frappé sur la porte. Marlo, ouvre cette porte immédiatement. Qu'est-ce que tu as fait à la maison? Qu'est-ce que tu as fait? C'était la réplique que j'attendais. Celle que je savais qu'il dirait, parce que dans sa version du monde, tout ce qui ne pliait pas à sa volonté avait été cassé par quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait à la maison? Comme si j'y avais fait quelque chose. Comme si la maison, qui était la mienne, que j'avais achetée, que j'avais payée, que j'avais décorée, nettoyée et aimée, avait été endommagée par le simple fait que je verrouille la porte d'entrée. J'ai rétabli le micro de mon téléphone. J'ai dit calmement, Emani, c'est le moment. Elle a dit, je suis prête quand tu veux. J'ai raccroché. Je me suis levé. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je ne l'ai pas ouverte. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone de la nouvelle sonnette, celle qui me permettait de parler à travers la caméra, et j'ai dit de la voix la plus calme que j'ai jamais utilisée de ma vie, papa, maman,
la maison n'est pas disponible ce week-end. Les serrures ont été changées. L'alarme est branchée. Il y a des caméras à l'intérieur et à l'extérieur. Tout ce que vous faites en ce moment est enregistré. Veuillez quitter la propriété. Ma mère a émis un son que je n'essaierai pas de décrire. Ce n'était pas un pleur. Ce n'était pas un cri. C'était quelque chose entre les deux, le son qu'une personne produit lorsque la réalité la rattrape enfin. Mon père est resté immobile. Il a levé les yeux vers la caméra, directement dans l'objectif. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai vu sur son visage quelque chose qui n'était pas du mépris. C'était de la confusion. Il ne comprenait pas ce qui se passait parce que ce qui se passait ne s'était jamais produit auparavant. J'avais dit non, et ce non avait du poids. Il a dit, Marlo, ouvre cette porte. Nous devons parler de cela comme des adultes. J'ai dit, nous parlons comme des adultes. Je suis une adulte dans ma maison qui vous dit que vous n'avez pas la permission d'y entrer. C'est cela, la conversation. Il n'y a rien à négocier. Il a dit, tu ne peux pas faire ça à ta mère. Regarde-la. Regarde ce que tu fais. J'ai regardé ma mère à travers la caméra. Elle s'appuyait contre le montant de la porte, sa main sur sa bouche, sa valise renversée sur le porche. Je l'ai regardée. Je l'ai regardée pendant un long moment. Et ce que j'ai vu enfin, après 36 ans, ce n'était pas une mère. C'était une femme qui avait construit toute son identité sur l'idée que ses enfants ne lui diraient jamais non. Et je lui avais dit non. Et cette identité s'effondrait. Ce n'était pas ma faute. Ce n'était même pas mon problème. C'était le sien. Et elle allait devoir trouver comment le porter elle-même, comme j'avais porté tant de choses pour elle. J'ai dit, maman, je suis désolé que tu sois bouleversée. Je n'étais pas désolé. J'avais dit non. L'adjoint est arrivé à 12h11. J'avais donné au répartiteur une description complète de la situation, y compris les noms de toutes les personnes que j'attendais sur la propriété et le fait que j'avais des documents prouvant que j'avais droit à la propriété exclusive. L'adjoint était une femme d'une cinquantaine d'années nommée l'officier Avston, et elle a remonté l'allée avec l'expression patiente et légèrement ennuyée de quelqu'un qui avait géré 300 conflits familiaux dans sa carrière et s'apprêtait à gérer le 301e. Elle a d'abord parlé aux hommes du SUV. Quoi qu'il lui ait dit, ce fut bref car en l'espace de 4 minutes, ils étaient remontés dans leur voiture et repartaient rapidement, sans se retourner. Elle s'est ensuite dirigée vers mes parents. J'ai déverrouillé la porte, je l'ai ouverte juste assez pour sortir, je l'ai refermée derrière moi et je les ai rejoints sur le porche. Je n'ai invité personne à entrer. L'officier m'a regardé, a regardé mes parents et a dit, « Madame, êtes-vous la propriétaire de cette propriété ?» J'ai dit, « Oui, Marlo Cresswell. J'ai l'acte de propriété à l'intérieur si vous avez besoin de le voir. » Elle a dit, « Ce ne sera pas nécessaire, sauf si vos parents prétendent le contraire. » Monsieur, madame, revendiquez-vous un droit de propriété sur ce bien ? Mon père a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Il l'a rouverte. Ma mère a dit, nous sommes ses parents. Nous avons toujours été les bienvenus ici. L'officier Avston a dit, madame, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous un droit de propriété sur ce bien ? Votre nom sur l'acte, votre nom sur l'hypothèque, une quelconque revendication légale ? Ma mère a dit, non, mais, l'officier Avston a dit, alors je dois vous demander de quitter la propriété. Votre fille vous a demandé de partir et elle en a le droit. Vous pourrez régler cela avec elle un autre jour, dans un autre endroit, d'une autre manière. Aujourd'hui, vous devez remonter dans votre voiture et partir. Mon père a essayé une dernière fois. Il a dit, officier, notre autre fils est en route. Il va y avoir un malentendu. L'officier Avston m'a regardé. J'ai dit, mon frère Donovan n'est pas le bienvenu ici non plus. S'il arrive, on lui dira la même chose. Elle a hoché la tête. Elle s'est retournée vers mes parents. Elle a dit, alors je vous conseille d'appeler votre fils et de lui dire de ne pas venir. Épargnez-lui le voyage. Épargnez-vous cette humiliation. Ils sont partis à 12h24. Ma mère ne m'a pas regardé. Mon père l'a fait une fois, par-dessus son épaule. Et ce regard n'était pas de l'amour, et ce n'était pas de la haine. C'était le regard d'un homme qui venait de réaliser que la fille qu'il malmenait depuis 36 ans n'était en réalité pas petite. Elle était simplement agenouillée, elle venait de se lever, et il n'avait aucune idée de sa taille réelle.
Je suis retourné à l'intérieur. J'ai verrouillé la porte. Je me suis assise à la table de ma cuisine. J'ai mangé une part de gâteau au chocolat sorti du congélateur. Même si ce n'était pas encore le soir, c'était de loin la meilleure part de gâteau que j'ai jamais mangée de ma vie. Les retombées du vendredi n'ont pas été, comme je l'avais imaginé, une fin propre et simple. Dans les familles, les choses ne se terminent jamais le vendredi. Elles se terminent par morceaux au fil des semaines et des mois, chaque morceau tombant à son propre rythme. Dès le vendredi soir, la discussion familiale était devenue complètement silencieuse pour la première fois en 3 ans. Le samedi matin, elle avait été entièrement supprimée par ma mère, ce que j'ai appris par Tanson, qui avait pris une dernière capture d'écran du chat vide avant qu'il ne disparaisse. Le samedi après-midi, 2 nouvelles discussions étaient apparues. Je ne figurais dans aucune d'elles, mais j'ai appris leur existence en moins de 24 heures grâce à Tanson qui était, que Dieu la bénisse, mon service de renseignement permanent. La première nouvelle discussion s'appelait « Soutien familial », et c'était celle où ma mère commençait à construire le récit qu'elle allait porter à partir de ce jour. Dans sa version des faits, j'avais craqué. J'avais trop travaillé. Les gardes de nuit m'avaient rendu instable. J'avais enfermé mes propres parents dehors, dans une maison qu'ils m'avaient aidé à m'offrir, devant un adjoint du shérif, devant Dieu, devant les voisins. La tante Vera, qui n'était même pas venue à Charlotte, racontait maintenant aux gens de l'Ohio qu'elle s'inquiétait pour moi depuis des années, qu'il y avait toujours eu quelque chose de bizarre chez Marlowe. Que ce n'était que le dernier d'une longue série d'incidents qu'elle ne pouvait pas détailler pour le moment, mais qu'il fallait la croire. J'ai lu les captures d'écran que Tanson m'avait envoyées, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni blessure, ni même ce pincement sourd de la déception familiale que j'avais porté pendant si longtemps. Je me sentais comme on se sent quand on finit enfin un livre qu'on s'est forcé à lire. On referme la couverture. On le pose sur l'étagère. On passe à autre chose. La deuxième nouvelle discussion était plus restreinte. Elle comptait 8 personnes et avait été lancée par l'oncle Cyrus. Il m'y avait ajouté le samedi matin à 7 heures avec un message qui disait simplement « C'est la discussion pour les gens qui tiennent à Marlowe. Tous les autres peuvent aller parler ailleurs. » Tanson y était. Ma cousine Béatrix aussi, qui vivait à Asheville et à qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans à cause d'un malentendu lors des funérailles de notre grand-mère, un malentendu que je soupçonnais désormais d'avoir été orchestré par ma mère. Il y avait aussi l'ancien ami d'oncle Cyrus, Raphaël, qui n'était pas un parent mais qui assistait à chaque grand événement familial depuis 40 ans, et qui m'avait un jour, en 2008, pris à part lors d'un mariage pour me dire que je méritais mieux que la façon dont on me parlait. J'avais oublié cela jusqu'à ce que je voie son nom dans le nouveau groupe. Le souvenir est revenu comme une photo qui se développe. Béatrix m'a envoyé un long message privé cet après-midi-là. Elle s'est excusée pour les funérailles, m'expliquant que ma mère lui avait dit que j'avais tenu des propos cruels sur notre grand-mère dans les jours précédant sa mort, et que Béatrix l'avait cru parce qu'elle était en deuil et ne réfléchissait pas clairement. Elle a dit qu'elle avait passé les 4 dernières années à se sentir coupable de m'avoir coupé de sa vie, et qu'elle venait tout juste d'apprendre la veille ce qui s'était réellement passé. Elle a demandé si nous pouvions nous parler. Il lui est dit oui. Nous avons parlé pendant 2 heures ce soir-là. J'ai appris sur ma mère des choses que j'ignorais. J'ai appris qu'elle racontait différentes versions de ma vie à différentes personnes depuis des années. Que la cousine que je pensais distante s'était en fait vue dire que je ne voulais pas la voir. Que la tante dont je pensais qu'elle me désapprouvait s'était fait raconter que j'avais volé de l'argent à ma grand-mère avant sa mort. Ce qui était si absurde que j'ai presque ri, sauf que ce n'était pas drôle. C'était la structure d'une décennie entière d'isolement qui avait été construite autour de moi à mon insu. J'ai commencé ce week-end-là à comprendre quelque chose qui m'avait échappé toute ma vie. Ma mère n'avait pas seulement été difficile. Elle avait activement travaillé pendant des années pour s'assurer que je n'ai aucun allié au sein de la famille. Chaque fois que je me rapprochais d'un cousin ou d'un oncle, une rumeur apparaissait. Chaque fois que quelqu'un me tendait la main, on lui racontait une histoire pour l'inciter à arrêter. L'isolement que j'avais imputé à mon emploi du temps, à ma personnalité introvertie, à la distance entre Charlotte et le reste de la famille, n'était pas une question de géographie. C'était une stratégie. Et la stratégie avait fonctionné pendant longtemps parce que j'avais été trop fatigué et tout kinxemxé. Je ne vais pas prétendre que j'ai pardonné. Le pardon est un mot que les gens lancent comme s'il s'agissait d'une ligne d'arrivée, mais ce n'est pas le cas. C'est un processus, et un long processus, et certaines choses ne le traversent jamais.
Ce que j'ai ressenti ce week-end-là n'était pas du pardon. C'était de la clarté. J'ai enfin compris la forme de la pièce dans laquelle je vivais. Et une fois que l'on voit la forme de la pièce, on peut trouver la porte. Emani m'a appelé le lundi matin. Elle avait reçu des réponses à plusieurs lettres recommandées. Ma mère avait renvoyé la sienne sans l'ouvrir, avec la mention « refusé », ce dont j'ai appris plus tard que cela équivaut à une acceptation légale car cela prouve que la lettre a été remise. Mon père n'avait pas répondu du tout. Donovan avait engagé un avocat, un homme nommé Bruckner S., qu'Emani connaissait de la faculté de droit et qui, selon ses termes, était le genre d'avocat que l'on engage quand on n'a pas vraiment de dossier, mais qu'on veut faire beaucoup de bruit. Bruckner avait renvoyé une lettre affirmant que mes parents avaient un accord verbal leur accordant un accès continu à la maison du lac en échange de décennies de soutien parental. Emani m'a lu cette lettre au téléphone, puis a ri, d'un vrai rire franc, la première fois que je l'entendais rire ainsi. Marlo, a-t-elle dit, ce n'est pas un dossier sérieux. C'est une lettre de menace déguisée en réclamation légale. Bruckner sait qu'un tel accord n'existe pas. Il espère que tu paieras quelque chose à tes parents pour que cela s'arrête. Nous ne allons rien leur payer. Nous allons lui répondre très poliment et lui dire que toute réclamation de ce type devrait être étayée par des documents écrits dont il n'existe aucune trace et que toute nouvelle tentative de harcèlement de notre cliente fera l'objet d'une demande reconventionnelle pour violation de domicile. Détournement de propriété et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Elle a fait une pause. Elle a dit, Marlo, je dois te poser une question et j'ai besoin que tu y réfléchisses avant d'y répondre. Veux-tu déposer cette demande reconventionnelle? Pas seulement menacer de le faire. La déposer. Traîner tes parents devant un tribunal civil. Poursuivre formellement pour ce qu'ils ont fait parce que nous avons les preuves. Nous pourrions gagner. Les dommages-intérêts ne seraient pas énormes. Peut-être 20 000 ou 30 000 $, mais la victoire serait réelle, publique et enregistrée pour toujours. J'y ai réfléchi longtemps. J'ai pensé à toutes les années passées à payer pour leur confort financièrement, émotionnellement, de toutes les manières possibles. J'ai pensé aux 23 460 $ que je leur avais donnés sur 12 ans et dont personne n'avait plus jamais reparlé. J'ai repensé au shérif adjoint sur mon Porsche, au gémissement de ma mère à la porte, et à l'homme du lit 12 qui m'avait dit que la colère coûtait des souvenirs. J'ai dit à Emani, non, je ne veux pas les poursuivre. Je veux que la lettre les arrête, je veux que le refus de contact soit clair et je veux que ce soit fini. Je ne veux pas passer les 2 prochaines années de ma vie dans une salle d'audience à regarder ma mère de l'autre côté d'une allée. Je veux récupérer mes vendredis soirs. Je veux récupérer ma maison du lac. Je veux récupérer ma tête. Emani a dit, bien. C'est la bonne réponse pour toi. Je voulais juste m'assurer que tu avais le choix. Certaines personnes ont besoin des tribunaux pour avoir l'impression de gagner. Tu n'en as pas besoin. Tu as déjà gagné. Elle a rédigé la réponse à Bruckner cet après-midi-là. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Je n'ai plus jamais entendu parler directement de mes parents non plus. Pas de manière significative, bien qu'il y ait eu des tentatives au cours des mois suivants. Des tentatives sur lesquelles je reviendrai. Ce que je veux dire ici, parce que c'est la chose la plus vraie que j'ai appris ce week-end-là, c'est qu'au moment où l'on cesse d'attendre de sa famille qu'elle se comporte comme une famille, on commence à voir qui ils sont réellement. Et une fois qu'on les voit clairement, on peut décider pour la première fois du rôle qu'ils vont jouer dans notre vie. Le rôle que je leur ai donné après ce week-end a été minime, plus petit qu'il ne l'avait jamais été, plus restreint qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. La première tentative de reprise de contact a eu lieu fin juin, environ 6 semaines après le fameux vendredi à la Maison du Lac. Cela s'est présenté sous la forme d'un appel à l'hôpital, ce qui était soit une stratégie habile, soit une véritable urgence, et je ne sais toujours pas laquelle. Mon père a appelé directement l'unité de cardiologie à 1h du matin un mardi, me demandant nommément. Il a dit à la secrétaire de l'unité, une femme nommée Peberly, qui travaillait là depuis plus longtemps que moi, qu'il ressentait des douleurs thoraciques et qu'il voulait que sa fille soit au courant. Peberly est venue me chercher dans la chambre 9, où j'étais en train de poser une nouvelle poche d'héparine pour une femme de 60 ans après un remplacement de valve. Elle m'a dit, Marlo, ton père est au téléphone. Il dit qu'il a des douleurs à la poitrine. Il dit qu'il veut te parler avant d'aller aux urgences. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai senti mon cœur rater un battement. J'ai senti ma formation prendre le dessus. J'ai senti la fille en moi, celle que je pensais avoir pliée et rangée,
lever la tête et dire « Maman et papa ». J'ai failli courir vers le téléphone. J'ai vraiment failli. Mais je suis infirmière en cardiologie depuis 14 ans. Je sais à quoi ressemble un véritable appel pour douleur thoracique. Je sais que les hommes qui font de vrais infarctus n'appellent pas, en règle générale, leur fille avec qui ils sont brouillés depuis leur salon à 1h du matin pour bavarder avant de se rendre aux urgences. Ils appellent le SAMU. Ils préviennent leur femme, ils y vont, ils ne tiennent pas d'abord une conversation téléphonique à ce sujet. L'appel lui-même était un indice. Cet appel signifiait qu'il ne faisait pas de crise cardiaque. Cet appel signifiait qu'il se livrait à une manipulation. J'ai pris le téléphone des mains de Péberly. J'ai dit, « Papa, si tu as des douleurs à la poitrine, raccroche et appelle le 911 immédiatement. Ne reste pas au téléphone avec moi. Raccroche et appelle. » Il a dit, « Marlo, je voulais juste entendre ta voix, au cas où. » J'ai dit, « Papa, raccroche et appelle le 911. Je t'aime. Raccroche. » Il y eut un silence. Et puis il a dit, d'une voix qui n'était pas du tout celle d'un homme en pleine crise cardiaque, d'une voix tout à fait calme, claire et légèrement agacée, « Marlo, ta mère et moi avons beaucoup réfléchi. Nous voulons venir te voir. Nous ne te parlons pas de la maison du lac. Nous te parlons de toi. Nous avons fait des erreurs. Nous voulons parler. » Il n'y avait pas de douleur thoracique. Il n'y avait jamais eu de douleur thoracique. Il s'était servi d'un prétexte médical sur mon lieu de travail pour franchir le mur que j'avais construit. Il avait utilisé ma formation contre moi. Il avait compté sur la fille en moi pour supplanter l'infirmière. Et il avait compté sur l'infirmière en moi pour supplanter la femme qui avait verrouillé la porte 6 semaines plus tôt. Il s'était servi de chaque partie de moi comme d'une clé. J'ai dit, « Papa, si jamais tu rappelles ce service en prétendant avoir une urgence médicale qui n'est pas réelle, je te signalerai à la sécurité de l'hôpital et à la police. Bonne nuit. » J'ai raccroché. Péberly me regardait. Elle en avait assez entendu pour comprendre. Elle a dit, « Ça va, ma belle ?» J'ai dit, « Ça ira. » Elle a hoché la tête et est retournée à son poste. Et elle ne m'en a plus jamais parlé, ce qui est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime travailler de nuit. Je suis resté assise au poste des infirmières pendant un long moment après cela, à rédiger mes rapports, les mains stables sur le clavier, l'esprit très loin. J'ai pensé à la façon dont les personnes qui prétendent vous aimer peuvent devenir les personnes les plus dangereuses de votre vie. Non pas parce qu'elles veulent vous faire du mal, mais parce qu'elles veulent quelque chose de vous et savent exactement sur quelle corde tirer. Mon père avait tiré sur la corde de la douleur thoracique. Je savais que ma maman tirerait sur une corde différente. La corde des petits-enfants même si je n'avais pas d'enfants, la corde des parents vieillissants, la corde du « tu le regretteras quand nous ne serons plus là ». Ils essaieraient toutes les cordes du sac. Mon rôle pour le reste de ma vie consistait à reconnaître chaque corde lorsqu'elle était tirée et à décider si je voulais être la marionnette qui dansait au bout. La deuxième tentative a eu lieu en août. Ma mère s'est présentée à l'hôpital, non pas dans le service, mais dans le hall principal avec un bouquet de pivoine, de toutes les fleurs possibles, celle-là même qu'elle voulait que je mette dans la chambre principale de ma propre maison pour tante Vera. Elle a dit à la bénévole de l'accueil qu'elle était là pour faire une surprise à sa fille pour son anniversaire. Mon anniversaire est en novembre. La bénévole, qui l'ignorait, a appelé le service. L'infirmière responsable ce soir-là était une amie à moi nommée Octavia. Elle est descendue elle-même dans le hall, a analysé la situation et m'a appelé chez moi où je dormais. « Marlo, » a dit Octavia, « ta mère est dans le hall avec des fleurs. Elle dit que c'est ton anniversaire. » « C'est ton anniversaire ? » J'ai dit, « Non », Octavia a dit, « C'est bien ce que je pensais. » « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » J'ai dit, « Dis-lui que je ne suis pas à l'hôpital aujourd'hui et s'il te plaît, raccompagne-la dehors. Sois poli. Sois ferme. Elle va essayer d'argumenter. Elle va essayer de pleurer. Elle va essayer de te poser des questions sur moi. Ne réponds pas. Raccompagne-la simplement jusqu'à la porte. » Octavia a dit, « Reçu. Je m'en occupe. » Elle s'en est occupée. Elle m'a raconté plus tard que ma mère avait pleuré dans le hall pendant près de 10 minutes, qu'elle avait dit à 3 personnes différentes que sa fille refusait de la voir, qu'elle avait demandé au vigile s'il avait des enfants et s'il se comporterait ainsi avec eux. Le vigile, d'après Octavia, avait répondu à ma mère qu'il avait effectivement des enfants,
et qu'il espérait qu'il lui imposerait des limites à lui aussi s'il en avait un jour besoin. Il l'a raccompagnée jusqu'à sa voiture. Elle a laissé les pivoines sur le comptoir d'accueil. Octavia les a mises dans la salle de pause. Elles ont été magnifiques pendant environ 3 jours, puis elles sont mortes d'un coup, comme le font les pivoines. La 3e tentative a eu lieu en octobre. C'était Donovan. Il ne m'avait plus contacté depuis ce fameux vendredi à la Maison du Lac. J'avais appris par Tanson que ses problèmes d'argent s'étaient aggravés, que Brindle l'avait quitté, qu'il était retourné vivre chez mes parents, que les hommes de l'Ohio avaient été remplacés par d'autres hommes et qu'il y avait des rumeurs de procès. Rien de tout cela ne m'avait surprise. Tout cela m'avait attristé de cette manière lointaine dont on peut être triste pour un inconnu que l'on a connu autrefois. Il m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est la seule raison pour laquelle j'ai répondu. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai failli raccrocher, mais quelque chose dans son ton m'a arrêté. C'était discret. C'était fatigué. C'était, j'ai pensé, peut-être sincère. Il a dit, Marlo, je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour ce que j'ai dit au téléphone, pour ce que j'ai essayé de faire avec la maison, pour tout. Je suis dans un programme depuis 2 mois. Ça fait partie de la procédure judiciaire. Je suis censé faire amende honorable. Je ne le fais pas pour le tribunal. Je le fais parce que je te le dois. Alors, je suis désolé. Je suis resté silencieuse un long moment. Puis j'ai dit, Donovan, merci de me dire cela. Je l'apprécie. Je ne suis pas encore prête à avoir une relation avec toi. Peut-être un jour, peut-être pas. Mais je veux que tu saches que je t'ai entendu et que je crois en ta sincérité. Et j'espère que le programme fonctionnera. Il a dit, c'est juste. C'est plus que ce que je mérite. Il a fait une pause. Il a dit, Marlo, une dernière chose. Maman dit à tout le monde que tu l'as abandonné. Elle dit aux gens que tu es devenu une autre personne. Elle dit que tu as cessé d'aimer ta famille. Je veux juste que tu saches que je lui ai dit la semaine dernière que rien de tout cela n'était vrai. Je lui ai dit que tu avais toujours aimé cette famille. C'est juste nous qui ne t'avons pas aimé en retour de la bonne manière. Elle l'a mal pris. Elle ne me parle plus depuis. Mais je voulais que tu saches que je lui ai dit. J'ai pleuré après cet appel. Pour la première fois depuis 2011, non pas parce que j'étais triste, non pas parce que j'avais pardonné à qui que ce soit, mais parce que pour la première fois de ma vie, mon petit frère avait dit la vérité à haute voix, et cette vérité l'avait libéré un tout petit peu. Et j'étais fier de lui d'une façon que je n'aurais jamais cru possible à nouveau. Je me suis assise dans ma cuisine de la Maison du Lac, j'ai pleuré pendant environ 10 minutes, puis je me suis fait un sandwich et je suis parti travailler. À la fin du mois d'octobre, j'avais suivi 4 séances de thérapie, soit 4 de plus que ce que j'avais eu dans toute ma vie. La thérapeute était une femme nommée Enrika Kasselberg, recommandée par Octavia, qui recevait les infirmières le mercredi après-midi dans un cabinet qui sentait le cèdre et possédait une petite fontaine dans un coin. J'avais résisté à la thérapie pendant des années, principalement parce que je me disais que je n'en avais pas besoin, et en partie parce que je me disais que si j'y allais, je devrais admettre que j'en avais besoin. Et admettre cela ressemblait à une défaite. Enrika ne me passait rien. Lors de notre première séance, je lui ai raconté calmement toute l'histoire de la Maison du Lac, de la même manière que je l'avais racontée à Emani, comme s'il s'agissait d'un dossier. Elle a écouté. Quand j'ai eu fini, elle a dit, Marlo, c'est l'histoire de ce qui s'est passé. Je veux te poser une question différente. Pourquoi as-tu laissé cela se produire pendant si longtemps avant d'y mettre fin? Je n'avais pas de réponse. Je suis resté assise dans son bureau pendant 30 bonnes secondes, ce qui est très long quand on est assis en face d'une inconnue, et j'ai essayé d'en trouver une. Finalement, j'ai dit, je ne savais pas que j'avais le droit d'arrêter. Enrika a hoché la tête. Elle a dit, c'est la phrase la plus honnête que tu as prononcée jusqu'à présent. Nous allons travailler avec cela. Au cours des 2 mois suivants, nous avons effectivement travaillé là-dessus. J'ai appris sur moi-même des choses qui m'ont surprise. J'ai appris que j'étais la gardienne de la famille depuis l'âge de 10 ans environ, l'année où ma mère avait perdu son emploi à la banque et où mon père avait commencé à boire le week-end. J'ai appris que c'était moi qui préparais le dîner pour Donovan quand nos parents oubliaient. Celle qui signait ses autorisations scolaires quand notre mère était trop fatiguée. Celle qui disait aux voisins que tout allait bien quand ce n'était pas le cas.
J'ai appris que le fait d'être celle qui s'occupait de tout m'avait donné l'impression d'être importante, même si c'était épuisant. Et abandonner ce rôle signifiait abandonner une version de moi-même sur laquelle j'avais construit toute mon identité. J'ai appris que les limites, le mot que tout le monde utilise aujourd'hui, un mot qui a été si galvaudé qu'il en a presque perdu son sens, ne sont pas des murs. Ce sont des portes munies de verrous que vous contrôlez. Vous pouvez les ouvrir quand vous le souhaitez. Vous pouvez les fermer quand vous en avez besoin. Le but n'est pas de garder les gens dehors pour toujours. Le but est de choisir à chaque fois qui entre. J'ai appris que la maison du lac n'était pas juste une maison. C'était la première chose que j'achetais sur laquelle personne d'autre n'avait aucun droit. C'était le premier endroit où j'habitais où ma mère ne pouvait pas entrer à l'improviste. C'était d'une manière très réelle la première parcelle de terre de toute ma vie qui était à moi. Et c'est pour cela que mes parents s'en étaient pris à elle. Non pas parce qu'ils voulaient des vacances, mais parce qu'ils voulaient me rappeler, et se rappeler à eux-mêmes, que rien de ce que j'avais ne m'appartenait réellement. Le week-end au lac n'avait pas été une question de pivoine et de jet-ski. C'était une question de propriété, il s'agissait de prouver que même ce que j'achetais leur appartenait d'une certaine manière familiale profonde. Au moment où j'ai compris tout cela, début novembre, quelque chose avait changé en moi que je ne peux pas entièrement décrire. Je me sentais plus légère. Je me sentais plus grande. J'avais pour la première fois de ma vie d'adulte l'impression de vivre dans mon propre corps au lieu de le louer à quelqu'un d'autre. À cette époque, j'avais également commencé à reconstruire des parties de ma vie que j'avais laissées s'effondrer. J'ai repris contact avec Béatrix, qui est venue me rendre visite au lac en septembre pour un long week-end. Nous avons cuisiné ensemble, regardé des films et parlé de notre grand-mère, la vraie version d'elle, pas celle que ma mère avait passé des années à façonner. Béatrix m'a raconté des histoires que je n'avais jamais entendues. Elle m'a dit que notre grand-mère avait dit un jour, en 1998, que j'étais celle de la famille qui lui ressemblait le plus. Je ne l'avais jamais su. Ma mère ne me l'avait jamais dit. Ma mère m'avait dit au contraire que notre grand-mère me trouvait froide. J'avais porté cela en moi pendant 27 ans. Ce n'était pas vrai. J'ai recommencé à voir l'oncle Cyrus et la tante Vera, pas ensemble parce que la tante Vera était toujours loyale envers ma mère et que c'était son droit, mais séparément. L'oncle Cyrus est descendu de l'Ohio 2 fois cet automne-là, une fois en septembre et une fois en octobre, juste pour m'emmener déjeuner. Il m'a dit, autour d'une assiette de tacos au poisson dans un restaurant près du lac, qu'il avait voulu être le genre d'oncle présent pour moi quand j'étais enfant, mais qu'il avait eu peur de ma mère et qu'il en était désolé. Je lui ai dit que le fait d'être présent maintenant comptait, il a répondu d'une voix basse, « J'espère ». J'ai commencé à fréquenter très timidement un homme nommé Sébastien Quille, qui travaillait comme inhalothérapeute à l'étage en dessous du mien. Il avait 41 ans, était divorcé, avait une fille adolescente, et était le genre de personne qui envoie un SMS pour confirmer un rendez-vous et arrive 5 minutes en avance. Je le connaissais professionnellement depuis 3 ans et je n'avais jamais pensé à lui autrement que comme à un collègue. Mais fin septembre, il m'a proposé de prendre un café après un cas particulièrement difficile et nous avons fini par discuter pendant 4 heures. Et à la fin, il a dit, « Marlo, je ne sais pas à quoi ressemble ta vie en dehors de cet hôpital, mais j'aimerais le découvrir. » Je lui ai dit que ma vie en dehors de l'hôpital était compliquée. Il a dit, « La mienne aussi. Je n'ai pas besoin que ce soit simple. J'ai juste besoin que ce soit honnête. » Nous nous voyons depuis lors. Lentement, prudemment, de la manière dont 2 personnes qui ont toutes 2 été blessées par d'autres apprennent à marcher sur la glace. Je vous raconte tout cela non pas parce que c'est l'histoire principale. L'histoire principale, c'est la maison du lac. L'histoire principale, c'est le nom. L'histoire principale, c'est le vendredi matin où mon père a frappé à ma porte et m'a demandé ce que j'avais fait à une maison qui m'appartenait. Mas toutes ces autres choses sont ce qui a poussé dans le sol après le nom. Et je veux que vous compreniez, si vous regardez cela, que le nom n'est pas la fin. Le nom est le début. Vous ne dites pas non à votre famille pour vous retrouver seul. Vous dites non aux gens qui vous font du mal afin de pouvoir enfin trouver ceux qui ne vous en feront pas. Début novembre, la semaine précédant mon anniversaire, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas de ma mère, pas de mon père, pas de Donovan, mais de ma grand-mère décédée en 2021. La lettre avait été écrite en 2019 et envoyée par un avocat que je ne connaissais pas, avec une note de sa part expliquant que ma grand-mère avait laissé une petite série de lettres à envoyer à des membres de la famille à des moments qu'elle avait spécifiés.
La mienne devait m'être envoyée en novembre 2025, à l'approche de ma 37e année, pour des raisons qu'elle ne lui avait pas expliquées. Je me suis installé sur ma véranda et j'ai ouvert la lettre avec des mains qui tremblaient légèrement. L'écriture était celle de ma grand-mère, soignée et penchée, rédigée à l'encre bleue qu'elle utilisait toujours. La lettre disait ceci: Marlo, ma chérie, j'écris ceci au printemps 2019, alors que j'ai 84 ans et que tu es sur le point d'avoir 30 ans. J'ai le sentiment que je ne te verrai pas atteindre tes 40 ans, ce qui est une chose étrange à savoir, mais vraie. Je veux te dire quelque chose que j'ai envie de te dire depuis que tu es petite. Tu étais l'enfant de la famille pour qui je m'inquiétais le plus parce que tu étais celle qui ne se plaignait jamais. Tu t'es occupée de tout le monde. Tu l'as toujours fait. Je t'ai regardé faire et je ne t'ai jamais dit d'arrêter parce que j'étais fatiguée et vieille, que ta mère était difficile et que tu nous facilitais la vie à tous. J'aurais dû te dire d'arrêter. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je te le dis maintenant, arrête. Tu ne leur dois pas ce que tu leur as donné. Tu ne leur as jamais rien dû. Tu as le droit d'avoir ta propre vie avec des gens qui t'aiment comme tu les as aimés. N'attends pas. Ne sois pas poli. Ne sois pas patiente. Tu as été assez patiente. Avec tout mon amour, grand-mère Ouli. J'ai lu cette lettre 4 fois. Je l'ai pliée soigneusement, je l'ai remise dans l'enveloppe, et j'ai placé l'enveloppe dans le tiroir de l'îlot de ma cuisine, à côté de l'acte de propriété de la maison. 2 morceaux de papier qui me disaient tous deux la même chose. La maison était à moi. La vie était à moi. Le nom était à moi. Et la femme que j'avais le plus aimée au monde, celle dont je pensais qu'elle me croyait froide, me disait de continuer à avancer depuis sa tombe. La véritable confrontation, celle à laquelle je me préparais depuis ce fameux vendredi de mai, n'a eu lieu qu'en décembre. Elle est survenue à l'endroit où je m'y attendais le moins, et de la part de la personne de qui je n'attendais plus rien. Ma mère s'est présentée à la maison du lac un samedi après-midi, 2 semaines avant Noël, seule dans un manteau que je lui avais acheté en 2017 et une paire de bottes que je n'avais pas vues auparavant. Elle a sonné. Je l'ai regardée sur la caméra. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait pas l'air manipulatrice. Elle paraissait, pour la première fois de ma mémoire, tout simplement vieille. Je ne l'avais pas vue depuis 7 mois. J'avais imaginé ce moment à de nombreuses reprises en thérapie. J'avais imaginé ne pas répondre. J'avais imaginé répondre par l'interphone. J'avais imaginé ouvrir la porte et lui dire de partir. Ce que j'ai fait en réalité m'a surprise, j'ai ouvert la porte. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je me tenais sur le pas de la porte, vêtu d'un pull que Sébastien m'avait offert, avec le chien que j'avais adopté en septembre, un bâtard rescapé nommé Pépère, assis à mes pieds. J'ai dit, maman. Elle a dit, Marlo, on peut parler? J'ai dit, nous pouvons parler sur la véranda. Je ne t'invite pas à l'intérieur. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas discuté. Cela seul était si inhabituel que j'ai failli perdre l'équilibre. Nous nous sommes installés sur la véranda, avec le lac gris derrière nous et l'air vif de décembre. Pépère s'est assis entre nous, l'observant avec l'attention méfiante que les chiens réservent aux personnes sur lesquelles ils ne se sont pas encore prononcés. J'ai attendu. J'avais appris des manies, d'Henrika et de mes 14 années de soins infirmiers que la personne qui parle en premier dans une conversation difficile perd le plus de terrain. Je n'allais pas parler en premier. C'est elle qui l'a fait. Elle a dit, Marlo, je vois un thérapeute depuis septembre. Je n'ai rien dit. Elle a dit, je n'ai pas commencé parce que je le voulais. J'ai commencé parce que Donovan m'a dit lors d'un dîner en août qu'il ne viendrait pas à la maison pour Noël si je ne commençais pas. Je ne l'ai pas cru. Il n'est pas venu non plus en septembre pour mon anniversaire. Alors, j'ai commencé. Elle a fait une pause. Elle a regardé ses mains. C'étaient les mains de sa mère, les mains de ma grand-mère, la même forme, les mêmes veines, la même tache d'encre bleue sur le pouce provenant d'un stylo qui avait fui. Elle a dit, je n'ai pas été une bonne mère pour toi, Marlo. Je ne sais pas si tu veux l'entendre de ma bouche ou si cela a de l'importance à ce stade, mais je dois le dire parce que mon thérapeute a dit que je devais le faire avant Noël, et que je manque de temps avant Noël, alors je le dis. Je n'ai pas été une bonne mère pour toi. Je me suis servi de toi. Je me suis servi de toi quand tu étais enfant pour t'occuper de ton frère. Je me suis servi de toi quand tu étais adolescente pour me donner l'impression d'être une bonne maman. Je me suis servi de toi quand tu étais adulte pour me donner l'impression d'avoir réussi.
Et quand tu as acheté la maison, je me suis servi de la maison aussi parce que je pensais le mériter. Je pensais tout cela. Je pensais que tout ce que tu avais, j'en méritais une partie parce que je t'avais faite. Ce n'est pas une phrase que je suis fier de prononcer à haute voix. Mais c'est ce que je croyais. Et je te le dis maintenant parce que mon thérapeute dit que je dois commencer à dire la vérité avant de pouvoir être différente. Je suis restée silencieuse pendant que Pépère posait sa tête sur mon pied. J'ai dit à ma mère que ses excuses n'effaçaient pas le passé. J'ai refusé de restaurer la relation que nous avions. Elle a pleuré et a demandé quelque chose de plus modeste, comme une rencontre neutre autour d'un café. J'ai pensé à mon chemin de guérison et je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais uniquement à mes conditions. Elle a accepté mes conditions strictes, notamment celle de ne jamais revenir chez moi sans permission. Nous sommes restés en silence jusqu'à son départ. Plus tard, mon compagnon Sébastien est arrivé avec des courses et un cadeau pour Pépère. Je lui ai raconté ma longue journée. Quelques mois plus tard, j'ai invité ma mère dans un petit restaurant. Nous avons partagé un café rapide et mesuré. Elle n'a pas posé de questions indiscrètes. J'ai appris qu'elle suivait sa thérapie et assumait ses responsabilités. Nous nous sommes séparés en paix, et je me suis sentie entière pour la première fois. Nous sommes maintenant en juin 2025. J'écris ceci depuis ma paisible maison du lac. Mon père est toujours distant, mais je ne m'inquiète plus pour lui. Ma mère et moi nous rencontrons tous les mois pour un café prudent et honnête. Mon frère Donovan est en voie de guérison et se montre présent de manière constante. J'ai l'intention de soutenir ma cousine Tanson lors de sa remise de diplôme. J'ai repris contact avec ma tante et je suis devenu proche ami avec mon avocate, Emani. Sébastien respecte mon statut de propriétaire et nous construisons un avenir ensemble. Je continue à travailler comme infirmière et j'accorde une grande valeur à mon indépendance. J'envisage mon avenir avec espoir. La leçon la plus importante que j'ai apprise l'année dernière est une leçon que j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt. Votre nom n'est pas cruel. Votre nom n'est pas égoïste. Votre nom n'est pas une trahison envers les personnes qui vous ont élevé. Votre nom est la porte qui laisse entrer les bonnes personnes et garde les mauvaises à l'extérieur. Si les personnes qui vous ont élevé ne peuvent pas accepter cette porte, ce n'est pas parce que la porte est mauvaise, c'est parce qu'elles s'étaient trop habituées à entrer sans frapper. Elles seront en colère. Elles diront aux autres que vous avez changé. Elles vous traiteront de froide. Elles diront que vous les avez abandonnées. Elles se moqueront de vous dans des discussions de groupe, vous enverront des émojis hilars, vous mettront au défi de les arrêter. Arrêtez-les quand même. Le premier nom est le plus difficile. Le deuxième nom est plus facile. Au 10e nom, vous ne reconnaîtrez même plus la personne que vous étiez lorsque vous disiez oui à tout. Vous serez plus grande. Vous serez plus calme. Vous mangerez du gâteau au chocolat à 15 heures dans une cuisine qui n'appartient qu'à vous. Et vous comprendrez enfin ce que votre grand-mère voulait dire lorsqu'elle vous a dit de ne pas attendre. Vous regarderez votre chien à vos pieds, le héron sur le ponton et la personne dans la cuisine qui chantonne une chanson dont vous faites semblant tous les deux de ne pas connaître les paroles, et vous vous direz, j'ai construit cela. J'ai construit cela avec le nom. J'ai construit cela avec la porte. J'ai construit cela avec la clé que moi seul possède. C'est cela, l'histoire. C'est toute l'histoire. La maison du lac est toujours à moi. Les serrures sont toujours neuves. La recette du gâteau, d'ailleurs, vient d'une pâtisserie de Davison appelée The Sugar Mill. Et je ne vous dirai pas leur temps d'attente car je ne veux pas empirer les choses pour le reste d'entre nous. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si une partie vous a rappelé quelqu'un dans votre propre vie ou une porte que vous avez eu peur de verrouiller, j'espère que vous aimerez cette vidéo, que vous vous abonnerez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine, et surtout, que vous partagerez votre propre histoire dans les commentaires. Je les lis, vraiment. Parlez-moi du nom que vous reteniez. Parlez-moi de la porte que vous avez enfin fermée. Parlez-moi de la discussion de famille que vous avez enfin quittée ou de la clé que vous avez enfin récupérée. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous tous qui étions les calmes, les patients, les protecteurs, c'est notre tour maintenant. On se retrouve dans la prochaine histoire. Prenez soin de vous et verrouillez vos portes.